ministre de la Rémunération au service RAM. Des réactions tombent de partout. Le député national Ogi Ilunga, qui était parmi les premiers à dénoncer cette taxe, attend que le porte-parole du gouvernement puisse lire le décret du Premier ministre. Quant à ce, suivez-le au micro de Gisèle Etoko. Bon, madame, merci beaucoup. Je n'aimerais pas dire que je suis l'homme le plus heureux, parce que c'est vrai, moi j'avais répondu seulement à l'appel de la population. La population m'avait appelé pour que j'écrive sur la question. Ça a été fait depuis le 28 septembre 2020, que la toute première lettre a été déposée au ministère de Potentique. Et nous avions rappelé cette lettre le 27 décembre 2020 toujours. Cette fois-ci, nous écrivions au Premier ministre, chef du gouvernement, parce que la décision a été mise sur pied par décret du Premier ministre. Nous avions pensé que ce n'était plus de la compétence du ministre de Potentique. Il fallait plutôt que le Premier ministre prenne un autre décret pour abroger celui qui a été pris avant. C'est ce que nous avions fait. Et après nous, il y a eu plusieurs collègues qui ont écrit sur la question, bien qu'on était les tout premiers à écrire sur cette question. Aujourd'hui, c'est une victoire collective. La population, le peuple congolais, nous les parlementaires, nous sommes derrière, mais ce n'est pas fini. C'est vrai que l'annonce a été faite par le ministre de Potentique, mais nous attendons plutôt que le porte-parole du gouvernement puisse nous lire le décret du Premier ministre. Le Premier ministre agit par décret. C'est ce décret qui a la force d'abroger l'autre décret. Tant que cela n'est pas fait, nous considérons que la taxe n'est pas supprimée. Donc, nous sommes en train d'observer cela, nous restons vigilants pour être sûrs que nous allons rencontrer les attentes de notre population. Et par rapport au remboursement et puis à la capitalisation, bon, les tout premiers combats, je pense que si vous lisez notre lettre, on n'avait pas mis l'accent sur le remboursement. Notre lettre était d'abord de demander la suppression, chose que nous sommes sur la voie d'obtenir. Tout de suite après cela, nous allons penser au volet 2, qui est remboursement, réparation, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, je pense que nous devrions d'abord attendre à ce que nous obtenions la suppression pure et simple qui passera par ce décret que prendra le Premier ministre. Merci à vous. L'électrification de la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, était au menu des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement et les DG de la Société nationale d'électricité SNEL. Suivez ce dernier à l'issue de cette audience. J'ai été invité par l'honorable président. La préoccupation essentielle, c'était il y avait tout un programme d'électrification de la province de Kwango. Maintenant, je crois que vous avez suivi, le gouvernement a décidé de rétrocéder le poste haute tension de Bukangalonzo à la SNEL et que maintenant, le poste étant à la SNEL, ça va nous permettre, à partir de ce poste, de rayonner un peu tout autour pour l'électrification, en commençant par le Kwango et en s'étendant dans les autres provinces environnantes. Autre chose, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a reçu en audience ce samedi une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur des opérations adjoint de la RDC. Cette équipe est venue faire le point avec l'autorité gouvernementale, notamment sur les projets devant accompagner la RDC dans sa politique de pays solution aux problèmes de réchauffement climatique. Suivez Issa Diao au sortir de cette audience au micro de Doudou Montier. Faire un peu pour l'horizon des
de la coopération entre la Banque mondiale et le ministère. On a un certain nombre de projets qui sont en cours et des projets qui vont venir. Il y a cette semaine eu beaucoup d'échanges avec le ministère en dehors du cadre Banque mondiale, mais là on avait une mission qui était en cours avec mon collègue Pierre et Marc qui gère tout ce qui est le secteur développement durable au Congo. Donc on a parlé un peu de la performance des opérations que nous avons en cours, mais aussi des perspectives à venir dans les 3 ans à venir. Non, c'est des projets qui vont être préparés et approuvés dans les 3 ans à venir. En général, nos projets s'étalent sur 4, 5, parfois voire 6 ans. Les projets que nous avons aujourd'hui, c'est principalement dans le secteur des forêts. Et les projets que nous aurons dans l'avenir, ce sera essentiellement de la restauration des espaces, des zones de savane, etc. L'idée, c'est d'appuyer l'ambition du gouvernement dans la préservation de la forêt. Et vous savez que le rôle que le Congo joue dans la forêt du bassin du Congo, qui est un des puits de séquestration de carbone les plus importants dans le cadre des discussions sur les changements climatiques. Non, je pense ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un engagement conséquent pour l'instant et nous allons travailler sur un projet qui fera quelques centaines de millions de dollars dès demain. Pollution des eaux de la rivière Kabombo dans certains villages de la province de Lualaba. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a échangé avec le gouverneur Haï de cette province, Fifi Masuka. Cette fois-ci, la ministre des Mines a été associée à cette réunion au regard de la gravité de la situation qui prévaut actuellement dans les villages environnants de l'entreprise Tenkefungurume, victime des activités jugées illicites de cette entreprise d'exploitation minière. Suivez Fifi Masuka dans ce propos recueilli une fois de plus par Doudou Monterrey. Je pense que la dernière fois, nous étions ici, c'est toujours par rapport à la pollution au niveau de la province du Lualaba, dans les environs de quelques villages, dont Kabombo, qui est pratiquement dans les entourages, dans les environs de Tenkefungurume Mining. Nous avons aussi quelques préoccupations dans les sites de Boss Mining, ainsi que dans les sites de Kamora, mais nous sommes en train d'investiguer. Mais la situation est tellement grave que Madame la vice-première ministre nous a rappelé, ensemble avec le ministre de Mines, afin que nous puissions échanger par rapport à cette situation qui devient un peu préoccupante. Elle ne pouvait pas, elle devait associer les autres ministres qui sont dans les secteurs, dont le ministre des Mines, ainsi qu'il y aura le ministre des Affaires sociales, ainsi que le ministre de la Santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a la santé qui est aussi entrée en jeu, spécialement dans le site de Kabombo, là où le village tout entier, par la pollution de la rivière, ils voient sur leur peau des boutons qui apparaissent, mais qui tuent aussi. Donc la situation est un peu préoccupante, raison pour laquelle vous voyez que nous sommes revenus 2 fois pour qu'elle puisse nous donner des instructions précises par rapport à cette situation, ensemble avec son collègue de Mines. Bien sûr, j'étais sur le site, j'étais à Tenkefungurume par plus de 3 fois et je les avais promis de pouvoir aussi venir au niveau des institutions nationales pour que nous puissions trouver des solutions qui donnent. À ce stade d'aujourd'hui, je peux confirmer à la population, notre population de Lualaba, que le gouvernement central ainsi que nous-mêmes, nous sommes en train de tout faire pour que nous puissions changer cette situation. Nous allons procéder à la délocalisation, mais cela va se faire dans les normes de nos lois. Donc c'est une situation déjà qui va être saluée par la population, qui ne demande qu'à être délocalisée et pourquoi pas à être indemnisée. Élection ou pas élection en 2023, la dynamique progressiste révolutionnaire a une place de choix dans l'opposition. Tel est le message délivré par Maître Constant Moutamba devant la population venue assister à la première matinée politique de la DIPRO qui a été organisée ce samedi au siège de cette plateforme
dans la commune de Kasavubu. Suivez le compte rendu avec Jean-Romance Mokolo. La dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO vient de tenir avec succès sa première matinée politique ce samedi 19 février 2022 en son siège situé sur l'avenue de l'enseignement de la commune de Kasavubu. Devant une foule de militantes et militants et la population venue massivement assister à ce grand meeting, Maître Constant Moutamba a notamment confirmé l'ancrage de la DIPRO dans l'opposition républicaine. Élection ou pas élection en 2023, la dynamique progressiste révolutionnaire a une place de choix dans l'opposition, a-t-il martelé. Et l'essentiel de sa communication a porté sur le processus électoral. À ces sujets, le chef de file de la DIPRO a dit niet à un éventuel glissement du calendrier constitutionnel de la tenue des élections. Si la CENI n'organise pas les élections en 2023, nous allons carrément marcher pour exiger le départ de ces animateurs, a prévenu Maître Constant Moutamba. Ce jeune leader politique resté fidèle à l'ancien président de la République a promis de continuer à soutenir Joseph Kabila Kabange. Ceux qui ont tué le pays, ceux qui ont chassé les jeunes, nous les avons chassés près de Joseph Kabila, a conclu Maître Constant Moutamba. Vous le savez sans doute que la Constitution RD congolaise du 18 février a totalisé 16 ans d'existence. Le professeur Boniface Kabissa, auteur de la proposition d'une nouvelle Constitution, la qualifie de toxique. Il a été joint au téléphone par Gisèle Toko. Je veux parler en lingala à l'occasion du 16e anniversaire de la Constitution que j'appelle Constitution toxique. Ces pièges qu'on nous a tendus, je ne comprends pas pourquoi les Congolais au Kangami Nango. Et le Koyo, Basalaki Ango, pour Rwanda, Burundi, Uganda, Namboko et Yaki na Congo, Bakabula. Mutura Mutuachua, Bakora Lusaka ezana kati, Bakor pe Yalemera ezana kati. Ngai Nasali, Nabaninga Nangai Constitution, proposition moko ya sika. Mais comme Rwandais batu bazo diriger mboka wana, mutu moko te a s'occuper na iloko wana. Tant que tu changes constitution na biso te, to bano tourner en rond. Au moins les journalistes ba otu na mokonzi ya mboka. Pourquoi vous n'êtes pas président entièrement? Effectivement, à cause de l'entièrement ndenge nini soki pona kovanda il faut asala ba coalition na bato ba boma bato na ba miyibi na banani pour former gouvernement. Donc il faut un jour que le président soit émancipé par rapport à tout ça. C'est ça. Mais pour akomaboye, il faut tout tonga na régime présidentiel. Nazo soki sepona yebisa bino. Soki tokomaki na moment moko ya calmi moke, c'est parce que on a vécu un régime presque présidentiel dans l'ère Mobutu et dans l'ère Joseph Kabila. Donc, makambo ya démocratie, na mutilo batie bisokuna, c'est pour nous tous. Autre chose, finance de la Commission électorale nationale indépendante, on en parle encore avec les observations publiées le vendredi par l'Observatoire de la dépense publique ODEP qui qualifie d'irrationnelle la somme de 640 millions de dollars américains sollicitée par la CENI pour entamer les activités électorales de 2022. Autre
de 2023, j'allais dire. Autre détail dans ce communiqué de l'ODEP avec son chargé de communication, Valérie Mandianga, joint au téléphone par Gisèle Etoko. Nous avons fait état du niveau de décaissement des fonds alloués à la CENI. Comme vous le savez, le nouveau bureau est entré le 29 octobre 2021. Entre novembre et décembre 2021, l'État a décaissé environ 104 millions de dollars américains. Et lorsque nous les comparons aux affirmations du ministre des Finances, nous notons qu'il y a un écart d'environ 67 millions de dollars qu'il faudrait que les acteurs qui sont dans les circuits de la dépense publique devraient de plus en plus expliquer l'opinion, parce que pour nous, cela constitue une violation grave de la loi relative aux finances publiques. Ça, c'est de un. De deux, nous avons noté que ces fonds ont été utilisés à 90% pour le fonctionnement. Parce qu'on se demande comment peut-on utiliser assez d'argent comme ça pour le fonctionnement, et pourtant la moyenne de fonctionnement mensuel par institution est de 5 millions de dollars américains. Et là, nous sommes pratiquement à une moyenne mensuelle de 50 millions. C'est inexplicable. D'après la CENI, les informations qui sont en notre possession, on aurait utilisé ces fonds pour payer les arriérés des salaires, ainsi de suite, mais ça devrait être en principe éclaté. Ça doit apparaître dans le fonctionnement, ça doit apparaître dans les investissements et partout. Ça, nous n'avons pas vu. Un autre aspect que nous avons constaté, c'est qu'il y a eu une violation de la loi relative à la passation des marchés publics. La loi a été violée d'abord par le ministre des Finances, qui a payé des véhicules pour les membres de la CENI. Il n'y a pas eu appel d'offres, c'est ce que nous avons noté. Et aussi, ce que nous avons constaté, c'est le BCECO qui effectue des marchés publics pour la CENI. Ça, c'est une violation de la loi. La CENI est une institution indépendante et elle a une autonomie financière. Il ne faudrait pas que le ministère des Finances place la CENI sous tutelle du BCECO. Ça, c'est une entorse à la loi relative au marché, à la passation des marchés publics. Ce n'est pas bon. C'est ce que nous avons dénoncé. Troisième aspect que nous avons constaté, c'est que le budget présenté par la CENI pour les opérations électorales en cours, ce budget est irréaliste parce que vous savez, dans notre pays, sur le 4e cycle électoral, on ne peut pas faire comme si la CENI était en train de refaire la roue. On est en train de refaire tout à zéro, et pourtant des matériels qui existent qu'on peut directement capitaliser pour amorcer directement le processus électoral. Donc, ce sont ces aspects-là que nous avons pu constater. C'est pourquoi nous avons invité le Premier ministre de prendre des décisions pour que, la CENI ait son autonomie financière, ça c'est un, et de deux, que la procédure de mise à disposition des fonds qu'on utilise actuellement pour doter la CENI des moyens soit sécurisée. Il faut qu'on mette des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de détournement des fonds publics, comme nous l'avons vu avec l'ancien bureau de l'Assemblée nationale qui a joué avec les fonds publics jusqu'à nous organiser des élections à environ 1 milliard de dollars américains. Donc ça, nous ne voulons plus de ça. Et puis les réactions ne cessent de tomber au sujet de la prise en otage par les miliciens Codeco des 8 membres de la task force présidentielle ont pourparlé avec ces rebelles. Les députés honoraires ressortissants du Haut-Ouel estiment que cela témoigne de la mauvaise coordination des membres du Conseil de sécurité locale. Ils sont au micro de Émile Mouyaya et Moron Djambé. Réagissant à la prise en otage par le milicien Codeco de 8 membres de la task force présidentielle composée de anciens seigneurs de guerre qui étaient en pourparlers avec ces rebelles au village Kanyalala, à Djougou, Patrick Tanzi Mandradel, député honoraire et ressortissant de Faradé dans le Haut-Ouélé, estime que cela témoigne de la mauvaise coordination des membres du Conseil de sécurité locale. Oui, c'est regrettable ce qui est passé, la prise en otage de task force qui était censée d'aller négocier, parler avec les rebelles pour la cessation des hostilités, de rejoindre l'équipe mise en place par le gouvernement afin de passer à la démobilisation. L'incident qui est passé, c'est regrettable. Cela témoigne vraiment la mauvaise coordination de
de membres du Conseil de sécurité local, parce que tout était déjà bien fait, et la réunion est passée, et puis pendant les meetings, le bombardement qui est passé, conduit par l'armée nationale, qui a conduit à ces rebelles de prendre en otage nos compatriotes. Et je demande vraiment au gouvernement de tout faire afin de parler avec ces rebelles-là, et récupérer les otages entre leurs mains. S'il y a des accords signés avec le gouvernement, ce n'est qu'au gouvernement de voir comment répondre. Ça, je ne peux pas me mettre à la place du gouvernement, mais ce que je demande au gouvernement, la vie est sacrée. C'est bien dit dans la Constitution, le gouvernement doit préserver la vie de ses compatriotes qui sont allés risquer leur vie pour retrouver la paix dans ce coin-là. Et surtout qu'ils soient envoyés par, c'est une délégation de la présidence. La task force, c'est une délégation de la présidence. J'ose croire que le président aussi ne s'endort pas, fera tout pour récupérer cette délégation entre les mains de ses assaillants, ainsi que répondre aux besoins afin de retrouver la paix à Ituri. Élection des gouverneurs des 14 provinces de la RDC, c'est pour bientôt, vous le savez certes, du côté du Kasaï oriental. Des voix se lèvent à l'UDPS pour appeler à la tenue avant tout des élections primaires au niveau local, tel que stipule le statut du parti en son article 57. Suivez à ce sujet Russell Moutoke, il est coordonnateur adjoint de la dynamique des intellectuels acquis au changement et cadre de l'UDPS, qui est au micro de Gisèle Etoko et Moron Djambé. Et ce qui fait que, par exemple, chez nous, à l'IDPS, pour la seule province du Kasaï oriental, il y a eu 16 candidats. Et sur les 16 candidats, 4 se sont retirés, dont nous avons eu pour présentement 12. Et au moment où nous parlons, je crois que le statut du parti, n'est-ce pas, en son article 57, alinéa 2, parle des élections primaires au niveau de la CEP Kasaï oriental, c'est que nous appelons à l'IDPS la base. Et donc c'est ainsi que je crois que vous avez suivi notre secrétaire général Augustin Kabouya qui hier, qui récemment avait jeté la responsabilité auprès de la CEP qui devrait normalement organiser ces élections parce que lui il n'y était pour rien. C'est ainsi que nous demandons à la CEP Kinshasa que selon les statuts du parti, c'est la base qui doit organiser les élections. Je parle de la CEP Kasaï oriental et donc il faut renvoyer, n'est-ce pas, tous les candidats gouverneurs au niveau du Kasaï, au niveau de la CEP Kasaï oriental, puisque c'est elle qui doit organiser les élections selon nos statuts. Et après, c'est elle qui va envoyer maintenant les PV à la CEP président, au niveau de la présidence du parti, et qui du reste mentionne les candidats retenus pour cette province. Et donc après la malheureuse histoire avec Maouéja, la province du Kasaï oriental ne veut plus vivre la même situation et c'est ainsi que la population et les députés sont en effervescence de pouvoir voter un gouverneur qui sera acquis à leur cause. Un gouverneur qualifié, un gouverneur qui viendra relever les défis, qui viendra sortir ces pays de son enclavement. Et donc c'est pourquoi nous disons que nous demandons à la CEP Kinshasa, à la CEP, à la présidence du parti, de renvoyer les candidats au niveau des élections, au niveau de la CEP Kasaï oriental, pour que seule la base, seuls les Kasaï oriental se choisissent leurs candidats pour que demain, qu'il n'y ait pas encore de raisons pour dire que c'est un candidat qui nous a été envoyé à Kinshasa. D'ailleurs, au moment où on parle, il y avait eu même des descentes dans la rue de la population qui ne fait pas que Kinshasa organise les élections primaires pour le gouverneur de province. C'est ainsi que nous demandons à la CEP de laisser la responsabilité à la CEP Kasaï oriental qui en est seule les responsables et elle n'a que pour prérogative d'attendre le PV qui leur seront renvoyés au niveau des...
Page noire avant de boucler ce journal. Benoît Luamba sera conduit en sa dernière demeure ce dimanche 20 février 2022 à la nécropole entre terre et ciel au cours de la cérémonie d'hommage public organisée samedi au Palais du Peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est incliné devant sa dépouille mortelle de cet ancien président de la Cour constitutionnelle décédé le 17 janvier 2022 à Bruxelles. Benoît Luamba a ainsi été élevé à titre posthume au rang de grand chancelier des ordres nationaux et des médailles de grand cordon dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.